Dis-moi. Ah oui, Voilà, bien oui, c'est bien ça ça aussi. enregistre. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire de rentrée. On va appeler ça comme ça. C'est le 1er en septembre. Il y a eu la rentrée un petit peu pour tout le monde où il y a eu les rentrées des classes, il y a eu la rentrée des nouveaux arrivants dans les salles, etc., etc. Donc, nous aussi, on a voulu faire notre rentrée. Et donc, c'est le premier webinaire de septembre. Donc, vous avez pu voir un petit peu toute la communication. Donc, on en a trois qui vont arriver. Enfin, il y en a encore deux autres qui vont arriver au courant des prochains jours. Donc, vous êtes présenté, on sait à peu près, je dis à peu près parce qu'on n'a pas retenu tout le monde, sa profession, d'où est-ce qu'il vient. On va aussi se présenter nous. Donc, on va commencer par Adrien. Adrien. Ah ouais, 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 attends, j'essaie de réactiver le son et ça a glissé sur le côté. C'est trop intuitif, les ordinateurs. Bah bonjour, je m'appelle Adrien, à la base préparateur physique dans les sports de combat et puis après dans les sports de force. Et après avoir fait pas mal de prépa physique, avoir suivi des gens lambda comme des athlètes de haut niveau, j'ai toujours essayé d'améliorer toujours la technique et pourquoi il n'arrive pas à progresser, je sais pas moi, sur une amplitude en squat, etc., etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser au niveau, tout ce qui était fonctionnel. Donc vous avez vu, on a fait un super marathon des lives. Il y avait Christophe Cario, par exemple, c'est une des personnes qui m'a ouvert les yeux sur tout ça il y a plus de 10 ans maintenant. Donc je me suis formé avec Christophe Cario, je me suis formé avec FMS, etc., etc. On rajoute le côté fonctionnel, les élastiques pour la mobilité, faire des exercices de mobilité, tout simplement, faire des automassages, ce qui paraît tellement banal maintenant, alors qu'avant, quand on nous voyait avec une balle ou un rouleau d'automassage, on nous prenait pour des cinglés. Euh, et puis finalement, je me disais, mince, bah, ça marche toujours pas, je comprends pas. J'ai commencé à m'intéresser à la posturologie, à la neurologie, au réflexe archaïque. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que ben, en quelques secondes, vous allez le voir ce soir, hein, en quelques secondes, on peut avoir des résultats exceptionnels sur la posture, bien plus qu'en faisant entre 5 minutes et 30 minutes de mobilité dans sa salle et qu'on n'avait pas besoin de se faire mal. Hein. L'exemple pour tous ceux qui utilisent des balles d'automassage et qui appuient de plus en plus fort pour ressentir le mouvement, non, il n'y a pas besoin de se faire mal pour avoir des résultats qui sont notables et qui vont s'ancrer. Et voilà, et maintenant ça m'a animé, j'ai arrêté la prépa physique et je fais plus que de la posturo, des suivis avec des enfants et je m'éclate. Excellent, merci. Romain? Salut, moi c'est Romain Cacciarenda, donc je suis prépa physique. Je suis venu à la prépa physique de par mon background en tant que sportif en athlétisme, où j'ai eu des bons résultats jeunes et arrivé sur les années seniors, j'ai régressé. Ce qui m'a amené, avec l'aide de mes entraîneurs, à me poser les questions et des questions autour de l'individualisation au sens large et autour de la préparation physique. Donc beaucoup d'ouvrages, etc., beaucoup de formations. Mon introduction à la posturo, c'était en 2011 avec Maurizio Conzoli, qui est le fondateur d'Holoslab en Italie. Et je me suis intéressé au fur et à mesure à tout ce qui est neurosciences appliquées. On pense à ZL, c'est des choses comme ça, dans les débuts des années 2010, de manière à répondre à des problématiques de terrain avec les athlètes que j'accompagnais, avec qui on collabore, sur des choses plus orientées sur l'optimisation de la motricité et du potentiel, sur l'optimisation de la technique à proprement parler. Tu vas parler avec les coachs et c'est des choses toutes simples, mais il y a des éléments techniques qui ne passent pas. Il y a des points techniques qu'on n'arrive pas à faire évoluer. Je pense qu'en tant que prépa physique, notre job, c'est de mettre dans les mains du coach et de l'athlète un corps, entre guillemets, et un athlète capable de réaliser ce qui lui est demandé d'un point de vue technique et tactique. Ce qui a amené tout ce versant optimisation du potentiel, qui est concomitant, voire même un sous-bassement au développement des qualités physiques. Et aujourd'hui, je travaille principalement avec des sportifs de bon niveau, haut niveau, de compétition, et en utilisant RNP au sens large, les principes RNP comme base de sous-bassement, enfin un sous-bassement de la préparation physique qu'on met en place avec ces athlètes, avec de bons résultats. Voilà. Excellent, merci. Et je vais finir par moi. On va dire, pour ma part, il y a eu deux grands chemins qui m'ont emmené justement vers le côté des neurosciences et de l'approche neurocentrée. D'une part, il y a des problématiques de terrain, un petit peu comme Romain, dans le sens où il y a eu les athlètes que je suivais, je voyais toujours des problématiques, par exemple des mouvements, des problématiques techniques qu'ils n'arrivaient pas à réaliser. Et j'ai passé un peu toutes les approches, on va dire, dites structurelles qui m'ont apporté du résultat, mais qui ne duraient pas forcément dans le temps et à chaque fois, je devais revenir sur ces mêmes bases. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième chose, c'était purement d'un point de vue purement personnel et peut-être égoïste de ma part. C'est simplement que lorsque je faisais du squat, j'avais tout le temps mal au dos. C'est-à-dire que je m'entraîne pour la santé et ce qui m'était arrivé, c'était que dans mon programme d'entraînement, bah, j'avais 2 séances de squat, le lundi, jeudi. On me dit, fais des squats, c'est bon pour la santé. Faire des squats, c'est bon. Sauf que je m'entraînais le lundi, j'avais mal au dos. Mardi, mercredi, aux limites, au point de rester couché, bah, je devais en refaire le jeudi. Sauf que forcément, bah, il n'y avait pas beaucoup de poids étant donné que bah, j'avais tout le temps mal. Et je répétais ce schéma-là. Et après, je me suis posé une question, est-ce que le problème vient du squat ou le problème vient de moi? Et bref, toutes les recherches m'ont amené à me questionner. Je faisais un petit peu ce que je donnais aux sportifs que je suivais, c'est-à-dire que bah, je faisais un petit peu tout, le renforcement des muscles faibles, des étirements, des automassages, etc., qui m'apportaient un premier élément de réponse, mais jamais rien de très concluant à partir du moment où ben, j'avançais et je mettais plus de charge. Et c'est cette approche, on va dire, plus autour des neurosciences, que ce soit au niveau de neurologie fonctionnelle, des réflexes archaïques ou de la posturologie. Et j'ai pu appliquer ces principes avec moi, combinés à ce que j'utilisais en entraînement, pour aujourd'hui pouvoir être fier de dire que je peux squatter si je veux tous les jours, ce qui m'est déjà arrivé, sans avoir mal au dos. Donc ça, c'était un petit peu ces deux versants-là qui m'ont amené sur cette approche-là. Donc ça, c'est pour mon cas personnel. Et après, ben, parlons quand même de Labo. Donc Labo, c'est, on va dire, un organisme de formation où l'idée, c'est qu'on va voir toutes les sphères autour de l'optimisation du potentiel. C'est-à-dire qu'on va parler de réflexes archaïques, on va parler de neurologie fonctionnelle, on va parler de posturologie, on va parler également d'entraînement, d'une part. Mais l'idée, c'est surtout voir les liens dans tout. C'est-à-dire que vous avez bien compris dans notre description, notre introduction respective, c'est qu'on a toujours parlé, à la base, on est 3 préparateurs physiques. OK, c'est un fait. Mais comment est-ce qu'on a pu emmener ces principes neuro à large pour incorporer ça dans l'entraînement, pour passer certains leviers, passer certains caps? Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Hop. Notre objectif, donc, en participant à cette conférence, c'est que vous serez capable de comprendre les principes de la reprogrammation neuroposturale pour optimiser le mouvement et améliorer la motricité. Donc là, on voit les 4 sphères autour de la reprogrammation neuroposturale. C'est toutes ces sphères qui touchent aux neurosciences. On a la neurologie fonctionnelle, la posturologie, les réflexes archaïques, tout ça pour optimiser après l'entraînement à des fins d'optimisation du mouvement et de la motricité. Du coup, ma question est, pour vous, c'est quoi optimiser le mouvement et améliorer la motricité? Donc là, on va juste prendre 3 minutes, montre en main, que vous mettiez dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi optimiser le mouvement et améliorer la motricité? Histoire qu'on parle tous le même langage. Et pendant que vous écrivez, ben, ça prend un petit peu de temps. Du coup, je vais essayer de combler le vide pour pas qu'il y ait un gros blanc de 2 minutes. Encore une fois, ce cours aujourd'hui, cette conférence, elle sera très orientée pratique. N'oubliez pas d'écrire, comme ça après je peux lire et je n'ai pas besoin de bricoler pendant 3 minutes. Donc, ce cours se veut très pratique, c'est-à-dire qu'on va revoir quelques principes fondamentaux de la reprogrammation neuroposturale, mais c'est surtout, après, on va surtout le mettre en application. C'est comment est-ce qu'on peut faire des liens entre des restrictions de mouvement, de mobilité, on améliore la motricité, avec ces sphères de posturologie, de neuro, mais également de réflexes archaïques. S'il vous plaît, mettez des petites choses dans les commentaires. Ah, voilà, parfait. Donc, c'est essentiellement autour de la pratique pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez énormément de choses sur notre page Instagram, sur notre e-book, sur la formation d'introduction, où il y a une plus grande base théorique pour comprendre tous ces concepts-là. Là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment que vous exploriez toute cette sphère autour de la reprogrammation neuroposturale. Donc, merci d'avoir complété le petit chat. Donc, pour vous, améliorer le mouvement, améliorer la motricité, c'est un mouvement fluide, sans douleur répétée, rendre fonctionnels les corps de tout chacun pour leur quotidien et sur la durée avec l'âge en vieillissant, être capable d'effectuer un mouvement sans douleur avec une performance optimale, être plus à l'aise lors de certains exos, augmenter la force et les amplitudes articulaires sans douleur, améliorer l'alignement corporel, permettre une meilleure amplitude de mouvement. Excellent. Ça me parle beaucoup. C'est pas mal ce qu'on a dit finalement. Donc c'est bien. Au moins, on est tous d'accord, c'est qu'on parle de la même chose. Donc, la grande question, c'est, on sait ce qu'on souhaite. On souhaite améliorer le mouvement, optimiser le mouvement, améliorer la motricité. Mais donc, comment est-ce qu'on fait? Pour ça, on a plusieurs petits versants. Donc là, c'est déjà une bonne définition de la posture, de voir les processus inconscients versus conscients. On a également ce que vous avez dit, d'augmenter la mobilité. Là, on peut le voir sur un gain d'une de nos élèves au niveau de la dorsiflexion. On peut voir ici, Romain, une intervention qu'il a réalisée avec un tennisman de haut niveau. Donc, parce que dans les commentaires, ce qui est arrivé, c'était
la performance maximale. On voit un petit peu toutes les interventions. Et là, on voit également dans les commentaires principalement que je ne me blesse pas depuis 1 an. Lorsqu'on parle d'optimiser le mouvement, améliorer la métricité, c'est quand même pas mal d'être plus mobile, être plus performant et ne pas se blesser. C'est un peu ces 3 versants-là. Et comment est-ce qu'on fait? On sait que, jusqu'à preuve du contraire, peu importe où est-ce qu'on regarde, c'est le cerveau contrôle les muscles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de mouvement, il y a une contraction des muscles. Qu'est-ce qui contracte les muscles? Le cerveau. Intéressons-nous à comment fonctionne le cerveau. Et pour ça, on renvoie donc la boucle sensorimotrice et le fonctionnement du système nerveux. Pour faire très simple, le système nerveux il fonctionne en 4 étapes. Il prend des informations, ces informations vont être interprétées par le cerveau at large, système nerveux central. Ces informations elles vont être interprétées, le cerveau va prendre une décision et va envoyer une commande motrice au muscle. Et c'est cette commande motrice au muscle qui va dicter le mouvement qu'on souhaite faire. Par exemple, j'ai ma gourde qui est ici, ça va demander l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 pour bouger ma main, pour récupérer ma gourde et boire une gorgée. Ces informations sensorielles, il prend des informations à l'étape 1. On parlera donc des 3 GPS comme qui étaient, on va dire, teasés lorsqu'on a dit, on va parler dans ce webinaire. On parlera du système proprioceptif ou somesthésique. On parlera du système visuel, les yeux. Et on parlera du système vestibulaire, l'oreille interne. Ces 3 informations au cerveau, interprétation. Et ensuite, on va pouvoir créer un mouvement volontaire, fluide, coordonné et efficient. De manière très schématique, ce qui se traduit par ça, c'est, on va dire, l'entonnoir qu'on va voir. Il y a tout qui va rentrer sur la partie haute. L'entrée sensorielle, le stress, les émotions. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça va rentrer dans un entonnoir qui va être filtré et interprété. L'ancien cerveau, le nouveau cerveau. Pour ça, je vous renverrai sur tous les autres webinaires qu'on a fait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la sortie. C'est cette partie-là et cette partie-là. Et ça, c'est un curseur. C'est-à-dire qu'on est soit en mode survie, soit en mode sécurité. Sauf que la priorité numéro 1 du cerveau, c'est survivre. En survie, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On voit des douleurs, des tensions, des fatigues, des vertiges ou des restrictions de mobilité. À l'inverse, lorsque le système nerveux il est en sécurité, on va pouvoir chercher de la performance, de la coordination, de la vitesse, de la force. Et on voit que c'est un curseur qui va développer. Donc, à partir du moment où on voit une personne qui n'est pas coordonnée, par exemple, je souhaite prendre ma gourde d'eau, en bougeant ma main, elle tombe. Je n'ai pas été précis, je manque de coordination. Quand j'ai des douleurs, quand j'ai des restrictions de mobilité, par exemple, je vais faire une rotation interne au niveau de la coiffe, ce qui va se passer si je suis limité, je suis plus en mode survie. Et tous les patterns qui sont plus problématiques et à l'encontre de tout coach sportif qui souhaite réaliser, je souhaite faire un squat, je vois un shift, le buste qui penche, ce sont des adaptations et des compensations qui surtout témoignent d'une chose, c'est que le système nerveux, il est plus en mode survie que plus en mode sécurité. Et lorsqu'on recherche la performance, de l'efficience ou de la santé avec un grand S at large, il faut mettre le système nerveux en sécurité. Et pour ça, on va voir tout le fonctionnement de la boucle sensorimotrice pour donner des bonnes informations et être plus en mode sécurité. Ça, c'est pour la partie théorique qu'on a vue. Est-ce qu'on prend 3 minutes pour savoir si vous avez des questions par rapport à la boucle sensorimotrice, à cet entonnoir, à cette balance de menaces ou autre? Et ensuite, on explore ça de manière beaucoup plus pratique directement avec vous et vos caméras. Est-ce que tu peux revenir sur la boucle sensorimotrice? J'aimerais préciser un truc. Oui, vas-y. Non, pas la boucle, un peu après. Donc, cette boucle sensorimotrice que vous avez vue juste avant, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on bouge pour percevoir et on perçoit pour bouger. C'est une boucle, ça veut dire que c'est infini. C'est-à-dire que dès que vous allez bouger, il y a des informations qui vont remonter et qui vont nous permettre de bouger à nouveau. Donc, c'est un cercle, en fait. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est que les informations qui rentrent dans le système, les informations sensorielles, soient les plus propres possibles, soient les plus efficaces, efficientes possibles. Dans un monde, le mouvement humain, où on s'intéresse énormément à la sortie motrice, mais qui est quelque part au bout de cette boucle et qui nous amène de nouvelles informations qui doivent être de bonne facture, de manière à ce que la boucle s'autosuffise et soit la plus clean possible, la plus propre possible. Et là, ce schéma-là, sur cette balance, il est très simple. C'est qu'au milieu, vous avez filtre d'interprétation. Et ce qui est intéressant dans ce filtre d'interprétation, quand vous regardez à droite, c'est qu'il y a non-concordance sensorielle. La non-concordance sensorielle, il y a un moment dans cette boucle, au niveau des filtres d'interprétation, si le proprioceptif m'indique je suis debout sur mes pieds, en train de marcher.
on va dire. Je suis en train de marcher. Le proprioceptif sous mes pieds, la somesthésie, m'indique que j'ai une pression plus importante à droite qu'à gauche, comme si j'étais en train de tomber à droite. Mais mon système vestibulaire m'indique que non, je ne vois pas d'accélération de la tête, tu n'es pas en train de tomber à droite. Mon système visuel me dit également que non, tes yeux ils sont sur l'horizon, je ne suis pas en train de tomber à droite. Il y a une non-concordance sensorielle. Le proprioceptif raconte quelque chose qui est différent du visuel et du vestibulaire. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement, je vais mettre le frein à main. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quelle est celle des trois informations qui est la vraie. Et ce que je veux avant tout, c'est ne pas tomber. Pensez à une personne âgée, etc., où dès qu'on commence à avoir des risques de chute, ça annonce tout doucement la fin. Donc l'idée, elle est toute simple. C'est non-concordance sensorielle. Il y a des sens, des entrées sensorielles qui ne donnent pas les mêmes informations que les autres. Ce qui nous amène plutôt du côté survie, donc à gauche sur cette balance. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle neurofonctionnel, mais les réflexes archaïques, c'est quoi? C'est des étapes de développement qui comprennent les différents sens. Ils sont agglomérés ensemble sur des schémas moteurs. Donc, du coup, on parle, entre guillemets, exactement de la même chose. Simplement, les réflexes archaïques, on a un peu de proprio, du vestibulaire, du visuel, tout est mis ensemble pour des étapes de développement qui t'amènent jusqu'à un système nerveux dit optimisé d'adulte. Donc, cette balance, elle est très intéressante pour comprendre qu'en modulant les entrées sensorielles, comme on va le faire en pratique sur la suite de ce webinaire, on va tout simplement pouvoir modifier toute cette boucle et par voie de fait, la sortie motrice qui est à l'autre bout de la boucle et qui est la chose qu'on regarde tous au travers de nos testings, quels qu'ils soient, en kiné, en prépa physique, en coaching sportif, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Il y a juste Maintenant, un est-ce point qu'il qui me y a... vient en tête. Il y a juste un point qui me vient en tête pour bien imager les non-concordances sensorielles. Est-ce que vous avez déjà tous vu cette image-là qui passait des fois sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, où il y a un 6 par terre, il y a une personne là qui voit un 6 et l'autre personne là voit un 9. C'est une réalité, mais on ne sait pas. Les deux ont juste. L'oreille interne a juste, le système proprioceptif a juste. Mais comme on ne sait pas quelle est la réelle réalité, on va chercher à trouver des adaptations et des compensations, un compromis entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, un chiffre de bassin, ce n'est pas mauvais en soi, parce que c'est un compromis qui te permet à un instant T de quand même faire, par exemple, un squat. Par contre, il faut comprendre pourquoi tu as ce shift-là. Pourquoi le système nerveux, il t'a créé cette adaptation et ce compromis-là. Parce que tu sais qu'à moyen et long terme, ce n'est pas bon. À court terme, ça fait l'affaire. Et la meilleure des non-concordances sensorielles qu'on peut trouver et qu'on peut avoir en tête, c'est le mal des transports. Le visuel te raconte quelque chose pendant que ton vestibulaire te raconte autre chose. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Je me mets en mode survie. Il faut que j'informe. Ben là, je vois Sébastien devant moi, mais il faut que j'informe le Sébastien conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais lui faire monter le vomito et il va avoir un peu la tête qui tourne. Mais ça, c'est juste une information pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Régule-moi ça, ça ne va pas bien, c'est pas bon pour ma survie. Et chez les sportifs, chez les personnes lambda, il y a énormément de petites non-concordances, pas au niveau d'un mal des transports, qui existent et qui amènent, comme l'a dit Sébastien, des compensations ou quelque chose de ce type-là à un moment T pour essayer de réaliser ce qui est demandé d'un point de vue mouvement. Merci. On passe à la vraie partie question. Sur cette partie théorique. Parce qu'après, on va passer essentiellement sur la pratique. On reverra de toute façon ces concepts-là pendant qu'Adrien va faire toutes les démonstrations d'exercices, etc. On expliquera également tout ça. Mais on va dire là, le cœur de la théorie, elle est là de toute façon. Ce sont des choses très Et simples, hein. N'hésitez pas à mettre si vous avez des questions. Attention à ceux qui nous écrivent en privé directement, vous pouvez mettre en public. Se mettre sur un GHD, avoir des vertiges par exemple, complètement. En fin de compte, tout mouvement, tout comportement, tout aspect cognitif ou émotionnel qui bug, en fin de compte, que vous voyez dans votre quotidien, hein, en tant que coach, en tant que physio, etc., ben, potentiellement, c'est un système sensoriel qui n'est pas à l'équilibre. Donc voilà, là, l'objectif de ce soir, par exemple, ça va être de tester quelques systèmes et de voir si ça va améliorer le tout, cette ça me boucle rapp- sensorimotrice. c'est une bonne question. Ça me rappelle une fois, quand j'avais un coaching une fois, c'était encore quand j'étais en Suisse, il y avait une personne où je lui faisais du tirage TRX. Donc, TRX, c'était une inclinaison. Je demandais à la personne, OK, on va commencer. Elle se laissait partir en arrière et là, tout de suite, elle était en panique totale. Juste le fait de se balancer en arrière. Pour elle,
On a juste travaillé sur son réflexe, donc c'était les RTL arrière en l'occurrence à ce moment-là. Dès qu'on a travaillé sur ça, après, on pouvait rendre plus efficient le mouvement de tirage sur TRX. Donc, le côté neuro au service du renforcement. Pour moi, j'avais jugé qu'il était intéressant de faire cet exercice-là, mais pour elle, l'exercice n'était pas problématique. C'est le fait de pencher son corps, l'espace qui est autour d'elle. On est passé par une intégration au niveau neuro pour pouvoir repasser sur l'exercice. Enfin, ça me fait toujours penser que c'était un très bon exemple parce que c'est vrai que ça m'a choqué la manière dont elle était tellement en insécurité par rapport juste au fait de se pencher en arrière. Là, je dis, ah ouais, ok, il y a quelque chose. Et a priori, il n'y a pas trop de questions. Donc, Excellent. on va vous On faire est parti. découvrir directement en pratique alors. À vous d'être acteur de votre formation. L'idée, c'est, on aura Adrien, notre cobaye. Donc, à la fois sur la partie testing et à la fois sur la partie plus euh, exercice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Adrien en grand, comme ça vous le verrez bien grand. Non pas qu'il soit petit, mais on va enlever le PPT parce qu'il y aura juste, sur le PPT, il y a juste marqué exercice, test. Voilà. Oups, pardon. On va sélectionner 2 tests, rotation du buste et flexion-extension du buste. J'enlève la diapo et puis Adrien, tu es maître à bord, si tu te mets en grand. Voilà, tout le monde me voit Capitaine. en grand? Oui. Enfin, en tout cas, la fenêtre en grand. OK. On va faire 3 tests. Alors là, c'est des tests de mobilité. Pourquoi on fait des tests de mobilité? Parce que c'est très simple à reproduire immédiatement. OK, ça ne demande pas de temps, de force, ni quoi que ce soit. On, Ce qu'on cherche, en fait, c'est à tester l'output, la sortie qui sort du cerveau. Ça aurait pu être un test de force. Donc, si vous avez un grip test ou vous faites un RM à la barre, bah, ça pourrait être la même chose. Comme ça pourrait être un test d'équilibre, on pourrait venir aussi tester la stabilité. Nous, on prend le test de mobilité parce que là, vous allez voir, bah, c'est non fatigant, c'est simple à mettre en place et ça permettra à tout le monde d'avoir exactement la même chose. Ce que je vais vous demander, c'est d'allumer vos caméras. Pourquoi? Parce que c'est en allumant vos caméras, nous, on va regarder, on va scruter, ça va nous permettre de dire, attention, tiens, on fait comme ça, comme ça, comme ça. On peut améliorer en même temps. Ça nous permet de vous coacher un petit peu. On va réaliser toujours les tests de la même manière, OK? Pour éviter de créer un effet indésirable. Vous allez voir, on va faire une flexion de buste. Si vous arrivez à toucher les pieds au sol, parce que la deuxième fois, vous avez plié les genoux, ça fera pas le même effet, OK? Donc, on va essayer de toujours garder la même cohérence dans les tests. Premier test qu'on va faire, c'est un test de rotation du buste. Vous allez vous mettre ici, les pieds joints. On restera toujours les pieds joints quand on fera les tests. Vous allez faire ici comme un pistolet. Et là, vous allez tourner à droite, tourner à gauche. Vous allez vous échauffer, vous faites 2-3 répétitions. Et la 4e répétition, vous allez aller le plus loin possible. Et là, vous regardez où vous arrivez à aller dans la pièce par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc, vous vous mettrez au même endroit tout à l'heure quand vous ferez le test. Ça a son importance de se remettre toujours aussi au même endroit parce que la luminosité peut jouer par rapport à un test. Il y a tellement de choses qui peuvent jouer. La surface est toujours la même, etc., Petit, etc. petit point pendant que vous le faites, parce que j'en ai déjà vu certains, ne regardez plus la caméra. Faites votre exercice parce que on ne veut pas que le corps il tourne et que vous regardez la caméra. Je suis là et je regarde où je vais, à droite et à gauche. Et on peut noter l'amplitude, la rotation, mais aussi les tensions. Ok, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des limitations? Est-ce que je me sens à l'aise d'un côté plus que de l'autre? Je note les asymétries, c'est très important. Deuxième test que vous allez mettre en place, cette fois-ci, toujours pieds joints. On fait toujours 2-3 répétitions d'échauffement et la 4e, on va le faire pour de vrai. Je me mets les pieds joints, je garde les genoux bien tendus et je vais descendre. Je remonte. Quand je remonte, je peux fléchir un peu les genoux pour dérouler la colonne. Je refixe les genoux et je descends. Et je vais faire 2-3 répétitions. Et la 4e répétition, ça va être la répétition maximale. Est-ce que j'arrive à toucher mes doigts avec le sol, mes mains avec le sol? Est-ce que j'arrive au niveau de mon tibia, de mon genou? Enfin bref, peu importe, vous le notez. Troisième Anne-Cécile, c'est pas mal exercice. sous. Hein? Anne-Cécile, c'est pas mal sous. Ah, je vous laisse noter. Et le troisième et dernier exercice, là, on a fait un mouvement en rotation.
un mouvement en flexion. Il nous en manque un mouvement en extension. On va se remettre exactement dans la même position que le deuxième exercice. Donc, les pieds joints, les genoux tendus. Et cette fois-ci, l'objectif, ça va être d'aller en extension vers l'arrière. Ok, j'essaie d'aller en extension. Je fais 2-3 répétitions comme ça pour voir où je vais. Et la dernière, j'essaie d'aller le plus loin possible. Et en parallèle, bah, si vous perdez l'équilibre, ça vous donne peut-être aussi une information. Et on note tout ça. Le but n'est pas de tomber en arrière non plus, hein. Non, non, non. Allez toujours là où vous êtes en sécurité. Si on vous sentez mal à l'aise de partir en arrière, vous n'y allez pas ou plus négocier. Ok, là, vous notez vos résultats. Ok? Et on va passer au premier exercice. Juste avant Premier de exercice, poursuivre, attends, juste avant les exercices, yeah. comprenez bien, là, on a choisi 3 tests. Rotation, flexion du buste, extension. Comprenez bien qu'on peut prendre énormément de tests, tous les tests que vous connaissez d'habitude, que vous faites en kiné, que vous faites en tant que coach. Parce que là, ce qu'on est en train de mesurer, c'est uniquement la qualité des informations. Est-ce qu'on est plus en sécurité, plus en survie? Et qui représente l'étape 4 de la boucle sensorimotrice qu'on avait développée tout à l'heure. Étape 1, 2, 3, le 4, l'output, le mouvement. C'est tout ce qu'on est en train d'analyser. Maintenant, le but des exercices qu'Adrien va présenter, c'est de l'étape 1. C'est comment, avec les informations sensorielles de l'étape 1, je vais pouvoir moduler l'étape 4, à savoir la boucle sensorimotrice et l'output. Yes. Je me remets en grand. Et voilà. Vous allez prendre un stylo. Aujourd'hui, le stylo, ça va être vraiment notre ami. On va l'utiliser sur pas mal de tests. Vous prenez un stylo. Alors, si vous avez un stylo labo, c'est mieux. Tous nos élèves, Placement là, de vous devez produit. l'avoir Placement de normalement, le produit. stylo labo. Et vous allez prendre un stylo et tout simplement, vous allez bah, mettre en place la mine. L'idée, ce serait d'avoir un stylo, un vrai stylo, pas un crayon, pas, ok, pas un critérium. Prenez un vrai stylo. On attend 2 secondes pour ceux qui cherchent le stylo. Vous allez prendre le stylo, vous allez rester juste tout droit. Ok? On va mettre le stylo devant nous. Et ce que je vais vous demander, je me mets bien en face de la caméra, ça va être de ramener ici le stylo jusqu'à la base du nez entre les deux yeux. Et je veux que vous suiviez le stylo jusqu'à la base du nez. Ensuite, vous fermez les yeux, vous retendez votre bras et on va faire ça. Allez, 3-4 répétitions. Je regarde bien, je ferme les yeux. Et je recommence. Je ramène le stylo vers moi, base des yeux, je ferme les yeux, je recommence. Et à chaque fois, vous pouvez varier la vitesse. Vous pouvez aller une fois très, 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 très lentement, une autre fois lentement, une autre fois rapide. Une fois, vous pouvez venir de la droite, une fois de la gauche, peu importe. À chaque fois, le stylo, il est loin et il vient jusqu'à la racine du nez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire les exercices qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez vous mettre ici, 2-3 mouvements d'échauffement, et après, je vais le plus loin possible. En rotation, en flexion de buste et en extension. Et vous notez dans le chat vos améliorations ou pas. Il doit y avoir 3 résultats. Soit c'est mieux, amélioration, soit c'est moins bien, ça détériore, ou alors c'est pareil. Et Donc ce qui vous est cool, pouvez c'est que le mettre, par stylo, vous exemple, l'avez. Pardon, vas-y. pardon, ouais, en résultat, dans le chat, vous pouvez mettre plus, moins ou égal. Et ça peut être, vous pouvez avoir des résultats différents sur les 3 tests. Donc vous mettez, voilà, mieux sur les 3, super. Wow, tellement mieux, moins de contracture pour Steph. Ok, super. Les 3, plus exceptionnel. Super, il y a des bons trucs. Et vous allez voir, il y en a d'autres, il va rien se passer. Bah, Pareil. Ok, les 2 premiers mieux. Bon, ceux qui n'ont pas les caméras, bon, je suppose que vous êtes chez vous, vous pouvez pas forcément mettre la caméra, mais essayez quand même de faire les tests et de nous faire votre feedback. Plus fluide, ok. Pareil pour le premier, mieux les 2 autres. Pareil. Les 2 premiers mieux, pareil en rotation, plus en flexion, pareil en extension. Tout pareil pour Céline. Amélioration sur rotation. Ouh là là, il y a un peu mieux sur les 3 exercices, surtout le premier. Rotation mieux, pas de changement sur 2 et 3. Tout pareil, 1 et 3 mieux, 2. Ouais, ok, c'est super. Il y a pas mal d'améliorations. Deuxième exercice qu'on va faire.
pareil pour la rotation, plus en flexion, pareil pour l'extension. Mais c'est pareil, à peu près pareil. Ok, nickel. Notez juste dans un coin pour l'instant ce que ça fait et on en causera à la fin. Ok? Deuxième exercice, on va venir travailler ce qu'on appelle le RVO, réflexe vestibulo-oculaire. Donc, c'est plus lié au système vestibulaire, mais toujours avec un stylo. Vous allez toujours prendre la mine de votre stylo, vous allez la garder devant vous et vous n'allez plus la lâcher de vos yeux. Ok, je me mets en grand, comme ça vous allez bien me voir. Tout mettre en avant, voilà. Je suis ici et là je garde avec mes yeux là la mine du stylo et j'ai juste tourné ma tête ici de gauche à droite. Je peux y aller doucement, je peux y aller vite, je peux même vous donner un rythme. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Vous mettez le stylo à peu près à hauteur de un demi-bras devant vous. Vous allez tourner la tête à droite, à gauche. Et à chaque fois que je dis top, vous allez aller à droite, à gauche. Top, 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 top. Ok. On refait les tests. Vous refaites vos 3 tests. Donc, toujours un petit échauffement de 2-3 répétitions. Et ensuite, je vais au maximum. Moi, par exemple, ça améliore ma rotation sur le coup. Après, je teste toujours les pieds joints, les genoux tendus, ma flexion et mon extension. Est-ce qu'il y a une amélioration, une régression, ou si c'est pareil? Mais vous le dites. Les genoux tendus. On vous voit garder vos jambes tendues. Régression. Régression avec le RVO pour Stéphanie. Meilleure flexion pour Sophia. Pas d'amélioration pour Luna Marité. Donc les autres, allez-y, testez, dites-nous. Mathias, mieux en rotation et flexion. Amélioration sur les 3, Céline. Natacha, mieux 1 et 2. Pas d'amélioration sur l'extension. Globalement, un poil mieux et plus agréable. Ok, meilleure extension. Rotation plus, flexion plus, extension égale. Mieux sur les 3. Ok, ok. On a peu de régression aujourd'hui, hein. Vous avez vu? On Salut a des Stéphanie. trucs qui sont pareils, mais peu de régression. Ok. Tout le monde a fait? On va lancer un peu mieux les 3. Ok, super, Thomas. On va lancer le troisième exercice. Le troisième exercice, on va faire ce qu'on appelle du tactile. J'ai juste déplacé mon ordinateur. Et hop, je me mets au sol. C'est toujours le moment préféré des fétichistes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un pied. Et donc, vous allez tous prendre votre pied, euh, au sens propre du terme. Hop, peut-être au sens figuré aussi. Vous allez prendre votre stylo, vous allez prendre une partie. Bon, moi, la partie là, vous avez, il y a un petit truc, un style ordinateur, donc vous prenez pas cette partie, vous prenez l'autre partie où ça pique un peu. Et là, ce que vous allez faire, c'est soit vous allez venir lisser, mais vous allez plutôt faire des petits pics. Des petits pics partout comme ça sur le pied. OK? Je vais sur le talon, je peux venir sur les orteils. Et là, on vient chercher la partie somesthésie, le tactile du pied. Et je fais des petits pics, des petits pics, des petits pics. Je fais des petits pics et je picote et je picote. Tac, tac, tac. Je fais un petit peu partout sur un pied. Hein, on fait qu'un seul pied. Là, on fait le pied droit, par exemple. On fait un pied, on picote le pied. Je prends mon pied, là, je picote, je picote, je picote. Tac, tac, tac. On peut noter aussi, hein, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce qu'il y a sur des endroits qui sont plus agréables que d'autres, etc., etc. Et vous refaites les tests. Une fois qu'on a fait les picotis, on refait les tests. On refait les tests. Donc là, on a fait un pied. Donc c'était peut-être le pied droit, peut-être le pied gauche. On refait les tests. Est-ce que ça améliore sur la rotation, la flexion, l'extension? C'est super désagréable pour Sophia. Ben, c'est cool. Ça veut dire plein de choses, hein.
Les trois améliorés. Les trois améliorés. Mieux sur les trois. Intéressant. Régression moins fluide. OK. Et une fois que vous avez fait, on enchaîne tout de suite. Vous allez faire la même chose sur l'autre pied. Très désagréable sur la zone de l'agrippement et grosse amélioration sur les trois. Pareil, globalement, améliore rotation à gauche, mais régresse à droite. Rotation, régression, flexion, extension, moins fluide en rotation, mieux sur les trois, sensation bizarre sur les trois. OK. Notez bien toujours vos résultats à côté, parce qu'après, on va comparer. C'est là, ça va être intéressant, là. Sensation bizarre sur la rotation. Douleur dos sur un. Mieux les et. Ok, ça doit être une chanson. Et. Plus rotation, plus flexion, moins extension. Désagréable au niveau de la voûte plantaire et le reste du pied, c'est agréable. Ok. Vous avez fait l'autre côté? L'autre pied? Non, t'as Ok. dit juste un. Faites l'autre pied. Oui, mais après, j'ai dit, faites l'autre pied. Tout de suite, pour ceux qui ont fini. Faites l'autre pied et vous retestez. Moi, j'aime bien. On teste l'autre pied, on fait des picotis. Picoti, picota. C'était dans quel film, ça? C'était Oh, Matt Jessica, Picotti, Picota. C'est dans Roger Roger Rabbit. Rabbit. Voilà, merci. Picotti, Picota. Globalement similaire. Pareil, le meilleur résultat de loin. Ok. Il n'y a pas écrit de loin, il y a écrit so far. Oui, mais c'est comme les gens qui disent at large, tu sais. Il faut que je traduise pour les autres francophones. Ah, ben, je préfère avec les deux pieds. Ok. Ok. Douleur bas du dos. Ah, intéressant. Intéressant. Douleur bas du dos que quand on a fait un des deux, mieux en rotation que l'autre pied. Très intéressant. Oui. Ok. Super. Maintenant qu'on a fait ça, ben là, on a fait trois parties. La première partie, on a fait le système visuel. La deuxième partie, on a fait le système vestibulaire. La troisième partie, on a fait le système proprioceptif. C'est ce qu'on appelle chez nous les trois grands GPS. Ok. Ça fait partie de ce système sensoriel qui vient donner les informations dans la boucle sensorimotrice au cerveau pour améliorer ou pas le mouvement. Parce que vous avez vu, il y en a qui régressent, il y en a qui améliorent, etc., etc. Maintenant, on va faire les réflexes archaïques. Chez nous, on ne scinde pas du tout les réflexes archaïques du reste, parce qu'en fin de compte, vous allez vite comprendre que tout se passe au même endroit au niveau du cerveau, à peu près là où il y a le filtre. Tout est situé à peu près au même endroit et les réflexes viennent soutenir les autres systèmes sensoriels. Alors, Natacha, elle dit en tapotant pied droit, mieux en extension en rotation, pas de changement en deux, en tapotant pied gauche, pas d'amélioration. Ok, super. J'espère que vous avez bien noté vos résultats sur gauche versus droite. Oui, Sébastien? Avant que tu entames sur le prochain, j'ai juste une question qui me vient en tête. Hormis ceux qui sont déjà chez Labo, est-ce que vous savez exactement ce que c'est les réflexes archaïques ou pas? Parce que tu as dit on ne distingue pas la neuro de les réflexes, mais juste globalement, est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Oui, juste pour être sûr. Oui, oui, oui. Ok, bah c'est bon, tu peux y aller à la Ouais, ça commence rien. à... S'il y en a un Parfait. qui ne sait pas, on dit. Réflexes archaïques, ce sont les mouvements que le bébé euh, crée et qui permet en fait après de se tenir debout, de marcher, de parler, faire toutes les choses de la vie normale, la cognition, l'émotion, et qui se mettent en place dès la période de gestation, donc dans le ventre de la maman. Alors j'explique parce qu'il y en a un qui a marqué non. Et, euh, et donc, je préfère expliquer, hein. Donc, le bébé, dans le ventre de la maman, il met en place des mouvements. Vous savez, quand on sent le bébé qui bouge dans le ventre de la maman, bah, c'est des réflexes archaïques qui se mettent en place, qui permettent à l'enfant bah, de sortir du canal de la naissance, qui permettent à l'enfant bah, après de se redresser la tête, de faire des rotations, de se mettre à quatre pattes, de se mettre debout, de parler comme il faut, etc., de réfléchir comme il faut. Ça, ce sont des réflexes archaïques. Donc voilà, ils sont situés dans le tronc cérébral et en lien avec pas mal de GPS, en fin de compte, comme ceux qu'on a testés. Et on essaie de travailler sur ces systèmes GPS et les réflexes archaïques de manière conjointe pour améliorer
toute la boucle sensorimotrice qu'on a vue tout à l'heure. OK? Là, on va travailler sur deux réflexes archaïques qui sont intéressants parce que là, on a travaillé, vous savez, sur le système tactile. Le système tactile, donc, tout ce qui est au niveau du pied. Là, on va venir scinder un petit peu au niveau du pied. Tout à l'heure, on a fait tout le pied. Là, cette fois-ci, je vais vous demander de venir juste stimuler une partie en particulier du pied. Donc là, on est ici. Je vais vous demander de stimuler la partie qui va être ici, entre le talon et ici le petit orteil. Et on va rester ici sur le côté. Et on va juste venir tout doucement sur 7 secondes. On va monter le stylo ou le doigt, peu importe, hop, jusqu'au petit orteil. Et on va le faire 3 fois. 7 secondes, on monte ici, tchouk, jusqu'au petit orteil. Et donc, pour les fétichistes, mon stylo sera en vente pour 15 000 € à la fin du webinaire. Donc, 7 secondes, on monte le long et on en fait juste un, pas les deux pieds. Juste un et après on teste. Une fois que vous avez fait les 3 fois 7 secondes, ça fait 21 secondes. C'est bon les calculs, les gars? Parce que je suis vraiment pas fort en maths, hein. Mais 7 fois 3, normalement, c'est acquis. Pourquoi 7 secondes et pourquoi pas? Ça, Mm. c'était une bonne question, Mathias. Et là, on teste. On refait les 3 tests. Normalement, ça se fait même sur une expiration lente et contrôlée sur 7 secondes. Exactement. Et là, on refait les 3 tests. Idem. Et on peut faire l'autre pied si vous voulez, hein. Comme ça, on compare, quitte à comparer, on compare tout. Idem, bof. Moins bien. Ah, intéressant. Moins de rotation, idem les deux autres. Mieux en flexion, grattage pied gauche. Donc là, on commence à avoir du moins bien et on a encore quand même du mieux. Moi, ça me perturbait qu'il n'y ait pas beaucoup de moins bien depuis tout à l'heure. Moins d'extension, je me sens pas en sécurité. Oh, intéressant, Mathias. C'est très intéressant, la sensation. Dos moins confortable. Différence entre pied gauche et droit. Mieux à droite, moins bien à gérer. Faites l'autre pied tout de suite, hein. 3 fois 7 secondes l'autre pied. Sensation de raideur sur les 3 exercices. Moins bien pour les 3. Après le droit, rotation est égale diminuer. Mieux, mais que en rotation du côté ischio au pied stimulé. OK. Rotation moins. Extension réflexion plus. Plus stable sur pied gratouillé. Moi, j'aime bien quand il y a des moins bien. Pourquoi? Parce que ça va contre souvent une réflexion qu'on a, c'est oui, mais si je le fais plusieurs fois, je suis échauffé, donc je vais être mieux. Ben non, c'est la preuve que non. C'est juste la stimulation sensorielle à l'instant T qui te permet d'avoir accès à ton corps au plein potentiel ou pas. Et c'est ça l'optimisation du mouvement finalement. Mieux pied gauche, no, pardon, extension. OK. Flexion améliorée. Non, c'est l'extension améliorée pour Anne-Cécile. OK, super. Donc vous avez fait les deux pieds? Donc, notez les différences. Est-ce qu'il y a une différence pied gauche, pied droit? Pied droit pour Natacha est égal gain encore en rotation. Nelly, pas la même rotation et idem les deux autres. OK. Vous êtes votre propre expérience. Et ce qui est bien, c'est que votre propre expérience vient nourrir l'expérience des autres. On voit qu'il y en a, ça améliore, d'autres, ça améliore pas. D'autres, ça régresse. Idem pour Marthe. OK. Intéressant. Une fois que tout le monde l'a fait, bien mieux pied gauche. OK. Intéressant. Et ce qui est même intéressant, c'est de se dire, par rapport à tout à l'heure, quand on a fait le tactile, est-ce que c'était mieux ou pas de faire juste ça? Plus d'extension est égal flexion en rotation. OK, OK. Donc on en parlera après de est-ce que c'était différent que quand vous avez fait tous les picotis partout, que quand vous avez fait ça. Et troisième chose qu'on va faire, donc pied droit pour Nathalie, globalement mieux, pied gauche plus déstabilisant. OK. Dernier qu'on va faire, on va venir faire ici, et on va rester juste ici, là. Juste en dessous des orteils. Et on va venir faire pareil.
On va le faire, on peut faire sur quelques secondes. Et une fois que vous avez passé, là, cette fois-ci, par contre, je veux que vous fermiez le pied. Vous fermez comme si vous vouliez agripper quelque chose. Donc là, je passe doucement et je ferme le pied. Et je vais le faire 3 fois. Je passe doucement et je ferme le pied. Et je reste à chaque fois quelques secondes. Donc je peux faire 7 secondes et 3-4 secondes de fermeture de pied. Vous faites pied droit et après vous allez vous tester. Et ensuite vous faites l'autre pied. Impossible de fermer le pied. Juste, donne-toi juste l'intention de le faire. Ou alors tu peux t'aider avec tes pieds, tu sais. Enfin, avec tes mains. Tu fermes comme ça. Donc voilà, vous faites vos 3 tests, vous notez et vous faites l'autre côté et vous renotez. Et ce qui peut être intéressant, c'est nous dire aussi par rapport aux 3 exercices qu'on a fait sur le pied, est-ce que c'était mieux quand vous avez tapoté tout le pied, quand vous avez juste fait sur le bord externe du pied, ou c'était mieux quand vous avez fait sur la base des orteils? Beaucoup mieux sur pied gauche que le droit pour Mathilde. C'était mieux avec les tapotements pour Nelly. Ok. Et quand tu as fait les 2 pieds ou quand tu as fait que un pied avec les tapotements? Les 2 pieds, c'était mieux. Voilà, le temps que tout le monde revienne. Jouer sous les pieds avec le stylo change la rotation. C'est c'est une question ou c'est une affirmation? C'est les deux. Libération sur la flexion en travaillant le pied droit. Punaise, si je ne fais pas les 2 pieds à chaque fois, ça ne va pas. Ok, c'est intéressant. Mieux pour pied droit. Pied gauche, ça bloque beaucoup le mouvement dans les 3 tests. Ok. Donc il y a un pied qui fonctionne chez iPhone et un pied qui fonctionne pas. Ah, je te vois plus en vidéo iPhone. Je t'avais tout à l'heure, mais. C'est parce que c'est l'iPhone 14. Maintenant, il a changé et tout. Ouais. Il y a la mise à jour. Ah, je te vois. Énorme gain après les 2 pieds pour Nelly, ok. Du positif, quel que soit le pied. Ok. Il y en a qui ont besoin de travailler leur pied, hein. Dernière stimulation tactile provoque une régression des 3 tests. Ah. Mmh. Mhm. Pied gauche crampe et pied raide, douleur dorsale, pied droit, tout revient mieux. Ah. Pied gauche, perte d'équilibre, pied droit, ok. Ok, super. Euh, Est-ce que je fais la conclusion, les gars, là-dessus, ou vous voulez faire? Ouais. T'es chaud là? Je suis chaud, je sais pas. Pied droit est égal régression en rotation et ne bouge pas pour les autres. Pied gauche, gain en rotation et flexion sans un plus chatouilleuse à gauche sur les derniers exos. Ok. Alors, pour conclure, j'ai refait les picots pour reprendre ma performance. Ok. Régression plus en rotation sur la dernière stimulation. Ok. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment, je pense, ce soir, la chose à retenir, au-delà de tout, c'est tout le monde réagit différemment. Donc, ne donnez pas des exercices génériques à tout le monde. Parce qu'il y en a, c'est les picots sur les pieds qui ont fonctionné. Et vous avez vu, il y en a, c'est les picots que sur un seul pied qui a fait que ça a permis de fonctionner, d'améliorer le mouvement. OK? Sur l'autre pied, des fois ça a été neutre, des fois ça a régressé. Il y en a d'autres, c'est qu'une seule partie du pied qui a amené une amélioration. Donc ça veut dire que si non seulement ben, on donne les mêmes stimulations à tout le monde, ben, possiblement on va avoir des régressions qui vont se faire. Et vous avez vu encore, il y en a qui ont stimulé le pied gauche, qui ont eu des douleurs qui sont apparues, des tensions, et quand ils ont stimulé le pied droit, tout allait mieux. Ça veut dire que si avant ton entraînement sportif, tu vas stimuler ton pied gauche, bah, possiblement, tu vas créer des tensions dans ton corps. Mais si tu as stimulé ton pied droit, bah, potentiellement, tu as amélioré ton corps, ton mouvement. Donc ça veut dire qu'il n'y a que ton pied droit qui a besoin du mouvement. Enfin, d'apporter en tout cas du sensoriel pour l'instant. Si l'amélioration était meilleure quand j'ai fait le bord externe du pied, plutôt que les tapotements, ça veut dire qu'il ne faut pas que je vienne stimuler tout mon pied.
Peut-être que toute cette partie du pied là, eh ben, au niveau sensoriel, c'est complètement immature. Et ça va envoyer, comme expliquait Romain tout à l'heure, un problème de non-concordance sensorielle. Et donc là, ça va créer une problématique au niveau de votre boucle sensorimotrice. Donc vous cherchez de l'optimisation, de l'amélioration dans le mouvement, qu'on soit sur du sport ou que vous soyez physio en cabinet. Je cherche à améliorer le mouvement de la hanche. Si je crée des petits picots et que ça bloque ma hanche sur la rotation, sur la flexion, sur l'extension, etc., et que la hanche se bloque, eh ben, ça va causer une problématique. Vous n'allez pas réussir à travailler comme vous voulez. Par contre, si vous avez fait une petite stimulation sur le bord externe du pied et que là, ça a complètement libéré la hanche, parce que le pied, il faut savoir que dans les réflexes archaïques, quand notamment le réflexe de Babinski se met en place, ça vient apporter une libération au niveau de la hanche. C'est ce qui permet après d'apporter de la reptation. Donc l'enfant, quand il fait de la reptation au sol, ça met en place la hanche dans les différentes sphères de la hanche. Et si vous avez libéré là, vous allez pouvoir mieux travailler après sur la hanche avec votre patient, ok? Ou avec votre client. Si par exemple, il vous dit, ah, moi, je me sens bloqué au niveau de la hanche quand je fais du sport, tiens, je t'apporte une petite simulation et ça m'a débloqué, et c'est super cool. Donc l'idée, c'est d'augmenter là où on est fort, exactement. Ce soir, vous notez vos points où vous avez été vraiment amélioré, plus. Ça peut être deux, trois systèmes qui n'ont pas été améliorés, et ça vous donne déjà une petite routine à faire. Stimuler le côté fort et pas forcément les intégrer pour soutenir l'ensemble du corps. Après, il y a des notions qu'il faudrait qu'on développe, mais on on n'a pas encore assez toute En la fait, nuit. ça fait le lien avec l'introduction où on parlait d'individualisation en prise en charge. Ça, vous l'avez bien vu aujourd'hui, tout le monde réagit différemment sur des tests qui n'ont rien à voir et sur un output, une sortie motrice qui est de la mobilité, qui n'a, entre guillemets, rien à voir avec la stimulation sensorielle que vous avez mis en place. Donc, ce qu'il faut avoir en tête par rapport aux exercices que vous avez vus aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est la neutralité. Si tu améliores ou si tu détériores, quelque part, pour nous, en tant que praticiens, c'est la même chose. C'est pas bon. C'est pas normal qu'en faisant une convergence, la coordination œil-œil, tu améliores une flexion ou une extension. C'est que ta coordination œil-œil sur de la vergence, elle n'est pas bonne. Et elle amène des non-concordances sensorielles. L'objectif, il est de chercher une neutralité. Chercher cette neutralité, elle se fait par le versant et les connaissances autour de l'entraînement qu'on vous apporte également, ou par l'ajout progressif d'intensité, modulation des exercices, on va réussir avec de la fréquence à ce qu'on arrive à une neutralité. À un moment donné, gratter sur le bord externe du pied, qui est une stimulation du réflexe de Babinski, normalement, ça ne devrait pas améliorer un output ou le détériorer, et à un moment donné, ça sera neutre. Quand vous étiez à la base des méta, on était, donc à la base des orteils, là, on était sur le plantaire, le réflexe d'agrippement plantaire. Même principe. C'est pas normal que ça améliore ou que ça détériore. Ça devrait être neutre sur cette stimulation sensorielle. Et on a énormément d'exemples avec des sportifs. Moi, je pense à un sportif en particulier, où en fait, quand on parle de proprioception chez nous, donc de somesthésie au sens large, on a l'aspect cutané, on va dire, autour de la peau. Là, vous avez fait des picots, c'est un des 12 tests qu'on peut faire et un des 12 types d'exercices. On est arrivé avec des athlètes sur des choses toutes simples. Il faut que tu fasses des étirements balistiques sur le côté droit du corps à des endroits précis et des étirements tractés. On va venir décoapter les articulations avec des élastiques sur le côté gauche du corps, ce qui va amener sur la boucle globale, sur le corps de manière globale, une amélioration de l'output en fin d'échauffement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous l'avez vu, toutes les personnes réagissent de manière différente. Labo, l'objectif, c'est un système de bilan, de screening, qu'on a appelé 2.0 parce qu'on vient prendre en compte le cerveau et on va regarder quelles sont les entrées sensorielles en prenant en compte les réflexes archaïques, bien évidemment, qui posent souci chez la personne de manière à les cibler juste à la fois les choses qui vont améliorer l'output qu'on va pouvoir mettre proche des séances, dans les séances, et surtout aussi toutes les choses qui font régresser l'output, la sortie motrice, qu'on va mettre à d'autres moments dans la journée, mais qu'il va falloir qu'on régule, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est de la neutralité, tout simplement. Et le lien avec les réflexes archaïques, il est très intéressant également, c'est qu'il y a des réflexes archaïques qui ont un lien avec le plan sagittal, avant-arrière, la flexion-extension. Il y en a d'autres qui ont un lien avec le plan transverse, la rotation droite-gauche. Aujourd'hui, on n'en a pas vu, mais il y en a d'autres qui ont un lien avec
rotation pardon, au bas. Et il y en a d'autres qui ont un lien avec le plan frontal, droite-gauche. Ils se testent de manière différente et ils s'intègrent, ils s'inhibent dans un ordre préférentiel qui peut être choisi également par rapport aux problématiques de la personne en face de nous. Si la personne en face de nous, quand elle fait son squat, elle descend et quand elle remonte, elle fait un good morning, c'est une problématique du plan sagittal. Il y a une dizaine de réflexes archaïques qu'on va pouvoir aller cibler de manière précise. Si par contre, quand elle fait son squat, elle est ici et son bassin est shift, c'est plutôt une problématique droite-gauche. C'est une dizaine d'autres réflexes archaïques. Et en lien avec ces réflexes archaïques, il y a des entrées sensorielles qu'on peut aller tester une à une et qui nous amènent à un plan d'entraînement, à un plan d'exercice à mettre en place avec de la fréquence de qualité qui est précis pour la personne qui est en face de nous et qui nous permet d'améliorer la motricité et le mouvement de manière individualisée. On en revient à ce qu'on disait au tout début. Et Adrien a changé de place. En fait, il y a deux Adrien. C'est mon jumeau. Ouais, donc voilà, bah écoutez, c'est super. Vos impressions, vos questions, on est ouvert. On prend juste quelques minutes pour des questions, si vous avez, par rapport à Ouais, tout ce qu'on a vu. Que ce soit pour la partie plus théorique qui a été expliquée là, ou pour la partie pratique. N'hésitez pas. C'est le double d'Adrien qui est là en plus pour répondre. Celui qui fait la partie théorique. Tu testes toujours avec les 3 outputs. En fait, Natacha, tes outputs vont être dépendants dans le sens où le but premier, c'est répondre aux problématiques de la personne. Exemple, il y a un exemple que je prends assez souvent dans les séminaires et tout, parce que je me lève, je me mets autre part en même temps. Il y avait, oups, les aléas du direct. Il y avait une fois une personne qui était venue me voir à la salle où je bossais, qui avait des tensions musculaires au niveau du bas du dos. Du coup, ce qui s'était passé, c'est que le test d'Olput, je n'ai pas fait de flexion, je n'ai pas fait d'extension. Le test que je lui ai fait faire, c'est juste montre-moi où tu as mal. Qu'est-ce qui te fait mal quand tu bouges? Le test que j'ai utilisé pour elle, c'était simplement ça. Parce qu'elle avait mal quand elle faisait ça. Okay. Est-ce que c'est un test biomécanique valable? Non, pas tant que ça. Par contre, quand au début, elle te fait ça, qu'à la fin de la séance, elle te va jusqu'en bas, mata ta réponse. L'objectif numéro 1, c'est répondre à la problématique de la personne, quelle qu'elle soit. Et le but, c'est tu sélectionnes le test par rapport à la personne. Exemple, une personne qui a des problématiques au niveau d'épaule, peu importe, flexion, extension, rotation interne, rotation externe, abduction, etc., tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas lui faire un test biomécanique de cheville. Elle va dire, ok, tu es gentil, mais c'est l'épaule le problème, c'est pas la cheville. Donc, prenez quelque chose qui est dans le référentiel de la personne. Exemple, tu as un nageur qui vient, va faire des tests de screening que tu utilises déjà au niveau de l'épaule, c'est intéressant. Tu vas prendre, par exemple, un athlète, tu vas faire des tests de saut, par exemple, ou des tests de sprint. Prenez des choses qui parlent au référentiel de la personne et n'allez pas créer des tests qui vont juste pour faire genre, ouais, j'ai fait ça, mais en fait, ça ne lui parle pas du tout. Je ne sais pas si ça répond. Du coup, il faut travailler les stimulations quand on n'est pas neutre, c'est ça. Dans l'idéal, c'est ça. C'est que, comme disait Romain, c'est que à partir du moment où ça bouge, c'est que c'est pas bon. Je vais faire un partage d'écran pour reprendre ça. Attends, j'enlève juste la fenêtre de discussion de personne. Je peux Donc, si on, expliquer sur la boucle. en fait, si tu veux, vas-y. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a juste renvoyé de manière analytique des informations que vous voyez là en bas à gauche, des inputs, des informations sensorielles. Et on a retravaillé la boucle. Donc les informations, elles rentrent et il y a toute une boucle qui se met en place jusqu'à la sortie motrice. Et de cette sortie motrice, il y a de nouveau des informations qui remontent et il y a des millions d'informations qui remontent chaque seconde. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement là, avec les petits exercices, retravailler sur la qualité analytiquement de ces informations qui remontent. Vous avez travaillé sur la coordination œil-œil. Au niveau de la racine du nez, c'est le nerf 3 qui se situe dans le mésencéphale, avec des muscles oculaires en lien avec ce nerf 3. On a juste fait de la mobilité. Donc, comme on fait de la mobilité au niveau musculaire, pour les yeux, c'est tout. Et on a informé le système au complet, les différentes étapes de ce système, que, ouais, en fait, la coordination œil-œil, elle se passe bien. Tu la maîtrises.
Et ce qu'on a fait en fait en faisant la coordination œil-œil, c'est quand on regarde le schéma d'après, notre magnifique entonnoir, balance, pardon, c'est qu'on a simplement upgradé, si on peut dire, rendu peut-être plus efficient la coordination œil-œil sur un moment T de manière analytique, ce qui a diminué, on va juste parler de ça, les non-concordances sensorielles qu'il pouvait y avoir avec les yeux. Sachant que en jouant sur le nerf 3 et les muscles oculaires qui sont rattachés au ce nerf 3, on joue sur le mésencéphale. Et le mésencéphale, si vous ouvrez un bouquin de neurosciences, vous allez voir que le mésencéphale régule le tonus des fléchisseurs du corps de manière générale. Donc, ce qu'on a fait en faisant ça, c'est qu'on a simplement régulé cette boucle en améliorant la qualité des entrées sensorielles au niveau des yeux, qui a amené une modulation de cette boucle et qui a amené une balance de menace beaucoup plus du côté performance que survie, ce qui a libéré le potentiel en jouant principalement sur le tonus des fléchisseurs. Yes. Ça va. Et quand il y a ouais, pour rebondir sur les autres questions, est-ce que l'hyperstress, l'anxiété, bah, ça joue? Oui. Ça joue même la fatigue. Tu vois, nous, on a fait un test avec les gens là, du mastermind qui sont chez Labo RNP. On leur a fait tester les réflexes archaïques, quelques outputs. Ensuite, on leur a fait une séance de ouf. Mais bon, qui avait un but. C'est une séance qu'on appelle Burn the Question, pour ceux qui connaissent. Et l'objectif, ben, c'était les amener dans un certain retranchement par rapport à certaines choses. Ça serait trop compliqué de tout expliquer ici. Enfin bref. À la fin, on les a fait retester à la fin de la séance, leurs réflexes archaïques et leurs outputs. Il y en avait pour qui ça avait complètement dégradé. Bah oui, la fatigue, c'est quelque chose qui rentre dans ce filtre et qui vient donner une information. Et il y en a d'autres, bah, pas beaucoup, mais il y en avait notamment un ou deux autres, ça a complètement amélioré leurs réflexes archaïques. Et donc c'est là où c'est très intéressant dans ce schéma et venir chercher chez les gens, OK, pourquoi t'amener du stress, toi, t'améliores. Il y a des choses à venir creuser derrière, etc. Euh, donc voilà, c'est des choses qu'on prend en compte et qui sont à prendre en compte au niveau stress-anxiété. Pourquoi faire 6 semaines? Alors c'est vrai qu'avec les réflexes archaïques, on parle souvent de il faut intégrer 6 semaines, mais c'est quelque chose de très généraliste. Moi, j'ai eu des personnes, honnêtement, si je dis ça, ça va passer pour de la magie, mais bon, en 24 heures, ça a amélioré le mouvement et ça a été notable et durable. Il y en a d'autres, pendant 1 an, on travaillait toujours le même réflexe archaïque et ça continue à avancer parce que on n'est déjà pas tous faits de la même manière. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette vision individualisation. Oui? Ouais. Et pour revenir sur ça, je vais prendre l'exemple d'un coureur que je suis, donc qui fait beaucoup de courses à pied. En théorie, on te dit qu'il faut 6 semaines pour intégrer un réflexe archaïque. Sauf que la course, il faut qu'il y ait du renvoi. On est d'accord que potentiellement un RPT, donc réflexe de protection des tendons, peut être intéressant à ce niveau-là pour la course. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut individuer. La personne était venue voir parce qu'elle avait tout le temps des problématiques au niveau tendon d'Achille, douleur à la voûte plantaire, etc., etc. L'idée pour moi, c'était le réflexe, on peut le grader selon plusieurs écoles, on peut le grader. Est-ce qu'il est présent à 100%, 75%, 50%, ou tu peux faire une cotation sur 6, peu importe. L'idée générale qu'il faut comprendre, c'est que son RPT, c'est un facteur de la performance pour son sport. Néanmoins, il était tellement présent que ça lui créait des tensions et des douleurs. Du coup, il est plus performant dans son sport. C'est pour ça qu'on parle énormément d'individualisation. Parce que, en théorie, on te dit en 6 semaines, il est intégré. D'une part, tu sais que son activité sportive va entretenir ce réflexe. Néanmoins, il faut le diminuer un petit peu de sorte à ce qu'il soit toujours performant. La théorie et la pratique. Et tu sais très bien que l'environnement général va faire qu'un réflexe peut toujours être présent. Exemple, on parlait avant d'une personne anxieuse de stress. Adrien, il aime bien toujours le dire. Une personne qui vit toujours à Paris, ben, il y a peut-être plus de chances qu'elle soit toujours stressée et qu'elle a peut-être des réflexes dits émotionnels qui sont un petit peu plus présents que des gens qui sont à la campagne, etc. Je dis bien peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'environnement qui fait qu'un réflexe peut toujours être présent. Tu as beau intégrer un réflexe, néanmoins, si ton environnement et ton contexte fait qui entretient ce réflexe, ben, il sera toujours présent. Et tes 6 semaines, en fait, ils tombent à l'eau. Donc, en fait, 6 semaines, théorie versus pratique, la pratique nous montre plus que c'est souvent pas 6 semaines, en fait. Et Ça ce que je dépend. veux,
Ouais, ça dépend. Ce que je veux en venir, si on reprend un petit peu le PPT, par rapport aux 3 exercices qu'on a sélectionnés, et après on conclut. Le premier, c'est la convergence nerf 3. Faut bien penser une chose. On reprend sur la boucle sensorimotrice. Une convergence nerf 3, c'est un objet qui ramène vers là. Imaginez un sportif où il y a une balle qui commence à arriver vers soi, parce qu'Adrien vous l'a dit. Il a dit essayez de partir un petit peu de la droite, un petit peu plus rapide, etc. Imaginez un sportif, on est avec une balle. Tu as la balle qui commence à arriver, mais que le fait d'avoir une balle qui arrive change toute ta boucle sensorimotrice au point même de détériorer, ça reste quand même très problématique pour la performance. Parce que dès que tu as un objet qui vient, ton système nerveux, attention, survie, danger, pouf, baisse de mobilité, baisse de force, baisse de coordination, etc. Le RVO, ben, c'est quoi? Ben, c'est simple. Si je suis capable de bouger et garder la fixe des yeux. Exemple, je suis en train de bouger, faire une accélération pendant que mes yeux regardent, par exemple, mon adversaire, mon partenaire ou la balle qui est en train de venir. Imaginez que si mon RVO n'est pas bon, ça reste quand même très problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais bouger rapidement d'un côté, mes yeux perdent la cible des yeux. Oui, c'est ça. Mes yeux perdent la cible des yeux. Oui, en même temps, diminution, système nerveux en survie, potentiellement menaçant, avec toutes les adaptations qu'il peut y avoir qu'on avait vues en mode survie. Au niveau tactile du pied, alors on ne va pas rentrer dans les détails, Babinski, plantaire, parce que chacun m'a préparé un plan de mouvement qui est bien spécifique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pratiquement tous les sports, peut-être pas la natation, etc., même, quand même qu'il y a du pied, mais le pied il a un rôle d'absorption ou de propulsion. Imaginons qu'il y a un sportif qui a des réflexes au niveau du pied qui ne sont pas bien intégrés. Ben, imagine, il part tout le temps à droite, il part tout le temps à droite, il part tout le temps à droite. Tu as beau faire tous les techniques correctives que tu as au niveau de la course pour essayer de partir à gauche, mais à chaque fois qu'il va partir à gauche, il n'arrive pas à propulser avec son pied. Ben, ça reste quand même très problématique. Du coup, dans sa lecture de jeu, ben, il aura un jeu très centré quand il part que d'un côté. Parce qu'il aura, pour lui, ce sera toujours menaçant de partir de l'autre côté, de manière très segmentée, juste au niveau du pied. Et là, on est bien d'accord qu'on a vu énormément de choses, on a vu énormément d'exercices. On a vu des exercices, par exemple, de RVO qui amélioraient, qui régressaient, qui étaient neutres. Là où il y a eu le plus de résultats, mine de rien, ce soir, c'était quand même au niveau du pied, que ce soit les picotements, le Babinski ou le plantaire, où il y a eu énormément de résultats, on va dire, c'est mieux d'un côté, c'est mieux de l'autre. Les tapotements, c'est mieux. Le Babinski, c'est mieux. Le plantaire, c'est pire, etc. Il y a énormément de réponses qui ont fluctué plus que, par exemple, aux autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, on va reprendre votre feuille où vous avez noté l'exercice qui, pour vous, match le mieux, on était à 50 avant, là, on est un petit peu moins à 44. Je suis quand même curieux de savoir, sur les 50 personnes, qui a, par exemple, son top, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 exercices. Je suis curieux de savoir le top 2 des exercices. Je suis sûr que sur les 50, il y en aura peut-être 2, 3 maximum qui vont intervenir. La clé de ce qu'on essaie de vous dire, c'est que le but, c'est de individualiser l'entraînement. Et c'est ce qu'on en revient par rapport à tout ce qu'on a évoqué depuis le début. On peut péter les parties. C'est comment individualiser. Parce que c'est bien beau de donner des exercices. Les exercices, on en a sur YouTube, sur Instagram, même sur notre Instagram, on partage énormément d'exercices. Mais le but, c'est de savoir est-ce que l'exercice, il est bon pour vous. C'est ça un petit peu le but. Parce que même en entraînement général, on trouve de tout aujourd'hui sur Internet. Mais est-ce que l'exercice, il est bon pour soi? Le but de LabONP, c'est comme disait Romain, c'est un screening 2.0 qui prend en considération le système nerveux pour individualiser les exercices. On vous en a donné 5. C'est lequel est le plus pertinent pour vous à un instant T par rapport à un contexte donné. Et donc, comment individualiser? J'aime bien prendre la citation d'Alstein. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Pourquoi j'aime bien utiliser ça? Parce qu'il y a des personnes qu'on a suivies, j'ai beaucoup mis de temps à comprendre que c'était très scientifique, mais maintenant, ça commence à faire du sens. Et au final, c'est incroyable l'impact que ça a comparé à l'acharnement qu'on pouvait mettre dans la mobilité. Si on reprend un petit peu plus loin, au tout début de ce webinaire, Romain, Adrien, moi, on est tous passés par une approche plus structurelle. On a passé par des écoles type FMS, Cario, etc., des articulations contrôlées, etc. Tous ces courants dits biomécaniques. On ne dit pas que ce n'est pas bon. On dit juste que c'était juste une partie de l'équation. Et le but, c'est qu'on avait omis, et c'est ce qu'on a découvert à travers nos différentes problématiques de terrain ou personnel, c'est que il y a une autre pièce dans l'équation. Il n'y a pas que la biomécanique. Oui, c'était une part importante, mais il y a une pièce manquante. Et s'acharner uniquement sur ce qu'on connaît avec un résultat qui apporte une solution, mais que si vous êtes là aujourd'hui et que problème vous intéressez au côté neuro, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui vous manque encore dans votre pratique. Et c'est un petit peu le but autour de ça. Et du coup, comment individualiser? C'est quoi LabONP? D'une part, c'est une prise en charge de l'évaluation et de l'entraînement avec une approche autour des neurosciences. Dans le sens où
c'est pas on fait que de la neuro. Non, c'est comment la neuro va s'imbriquer dans votre système d'entraînement pour avoir encore plus de résultats. On cherche de l'individualisation. Vous l'avez vécu aujourd'hui, c'est que chaque personne a réagi différemment selon les différentes stimulations qu'on a données, que ce soit sur le RVO, que ce soit sur la convergence, que ce soit sur le plantaire, Babinski ou même la stimulation du pied. Des résultats adaptés par rapport à la problématique de chacun. Je prends l'exemple par rapport à la personne que j'avais en suivi sur le RPT, ben, c'est adapté par rapport à elle. Oui, ça peut être intéressant jusqu'à un certain point. Et de la reproductivité, parce qu'on apprend des principes d'entraînement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Labo NP, on a des kinés, slash physio, dépendamment du pays où vous êtes. On a des coachs sportifs, préparateurs physiques, qui travaillent avec haut niveau, à très haut niveau, et avec monsieur, madame, tout le monde. On a même des optométriciens, optométristes, ouais, optométristes, c'est ça. On a ophtalmo, on a un médecin, on a des chiro, on a des STO. Ce que je veux dire par là, c'est que on a quand même un large éventail, psychomote aussi, on a un large éventail de professionnels qui s'intéressent au mouvement. Et c'est ça la différence entre avoir des principes et des méthodes. Les principes, on peut en prendre pour les mettre dans ce qu'on connaît déjà. C'est pas changer tout ce qu'on fait pour faire que ça. Non. C'est comment, avec ces principes d'entraînement neuro, on arrive à les incorporer pour avoir encore plus de résultats. Parce que si aujourd'hui vous êtes professionnel du mouvement, vous avez déjà des résultats. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il manque encore une pièce à l'équation pour avoir encore plus de résultats. Et donc, comment on individualise? On a mis en place l'entonnoir d'analyse NP. On ne va pas le voir en détail parce que c'est le but de la formation, tout simplement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 8 minutes, montre en main, avec l'expertise et avec tout ce qu'on avait vu, c'est qu'on arrive à screener rapidement la personne. Avec l'anamnèse, on analyse comment elle marche, on fait des tests de confiance. L'idée n'est pas de faire 50 000 tests, c'est comment on sélectionne les tests par rapport à l'analyse de la marche que j'ai pu faire. Et ensuite, on sélectionne les exercices spécifiques pour la personne et on individualise. C'est un bilan rapide et individualisé qui donne le maximum de résultats. Et donc, la NP de manière générale. Donc, c'est un apprentissage complet en alternant théorie et pratique. Je ne vais pas vous faire tout le blabla, c'est simplement vous le trouvez de toute façon sur notre site internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une formation hybride. Une partie en ligne et une partie présentielle. Parce que pour nous, c'est juste indissociable. Pourquoi indissociable? Et deux parts vraiment importantes. Parce que d'une part, il y a la partie théorique. Si on devait la faire, il y a à peu près 40-50 heures de vidéo, si je ne me trompe pas. Si on devait tous faire ça en présentiel, ça nous prendrait 12 semaines pour le faire. Ça reste quand même très compliqué pour se libérer autant de temps. Par contre, ce qu'on a fait, on a mis un maximum de connaissances théoriques en ligne et ensuite en présentiel pour mettre en application tout ce qu'on a vu et créer des liens dans tout. Là, on vous a parlé de stimulation sensorielle du pied. OK, mais je vais faire le lien avec deux réflexes archaïques. Mais on sait que ces réflexes archaïques, il y en a un qui est plus pour le plan frontal, l'autre sagittal, plus transverse. Et ça fait ces liens vers la posture et la motricité. Quoi faire, quand faire et comment bien le faire? Sélectionner le bon exercice pour la bonne personne à la bonne dose. Et optimiser le mouvement par une évaluation et un entraînement adéquat. C'est évaluer, c'est bien. Et ensuite, après, il faut entraîner et périodiser l'entraînement au même titre que l'entraînement physique, court, moyen et long terme. Et pour ça, il y a un seul endroit, c'est la 9e cohorte de formation. Vous avez pu le voir à travers nos réseaux sociaux. On a énormément communiqué. On a également reçu un mail. Vous avez reçu un mail en l'occurrence pour vous annoncer. Donc, vous savez, on fonctionne par cohorte. Chaque cohorte, on a 30 places qui se libèrent. Ça va nous permettre de faciliter, on va dire, le suivi de chacun de nos élèves. Où l'idée est simplement de participer à cette formation, où l'idée, on va voir en détail la neurologie fonctionnelle, chacun des pièces du puzzle de la neuroperformance. Neurologie fonctionnelle, réflexe archaïque, posturologie et également réathlétisation. Et l'idée, c'est de créer du lien dans tout pour individualiser l'entraînement au plus possible. Il y a une expression que Romain, je vais sûrement mal la dire, mais il l'utilise tout le temps, donc il pourra toujours compléter, c'est tu peux avoir du fast-food, des choses rapidement accessibles partout, mais qui marchent jusqu'à un certain point. Ou alors, tu peux être chef cuistot, où tu peux prendre chaque ingrédient pour faire ton propre plat. C'est à peu près ça, Romain, si je ne me trompe pas. Bon, ok, ça marche. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, normalement, c'est demain. Mais ce soir, on a officiellement lancé cette 9e cohorte de formation et on a mis en place une facilité de paiement dans le sens où, avant aujourd'hui, on avait uniquement paiement jusqu'à une fois, 4 fois, 6 fois. Et là, aujourd'hui, c'est accessible jusqu'à 12 paiements. Donc, on est à 175 € par mois sur un an. On a pu étaler ça sur un an, ce qui est quand même qui permet, on va dire, beaucoup plus de facilité de paiement par rapport à cette formation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce côté formation, tout simplement.
On vous a mis le lien dans la fenêtre de discussion. Comme ça, vous pouvez directement voir un petit peu ce qu'il y a sur la formation, ce qu'il y a surtout dans les bonus là, de la nouvelle cohorte, parce qu'on a rajouté pas mal de choses. Le but n'était pas de faire dans l'accord, il y a ça, accès à la plateforme de formation, accès à un groupe exclusif, accès aux 40 heures, accès au séminaire, etc. Vous avez de toute façon ça sur le site, sur la plateforme. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que on a voulu une formation qui nous ressemble et qu'on aurait voulu avoir. C'est-à-dire qu'une des grandes frustrations qu'on avait eues, je ne sais pas dans le PPT, hein, ça, je vous parle comme ça, hein. Une des grandes frustrations, parce que je dis ça parce que j'en ai parlé avec, bref, je ne sais plus qui. On avait parlé, une des grandes frustrations qu'on avait à travers beaucoup de formations qu'on a fait, c'est que ben, on en fait une et ils ont dit, si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles faire ça, puis tu vas faire l'autre. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles faire ça, puis tu vas faire autre chose. Si vous voulez aller plus loin, il faut que tu fasses ça. Et finalement, tu te retrouves avec 20 formations et tu n'as toujours pas compris qu'on parlait de la même chose, mais avec des liens un petit peu différents. Et là, tu te dis, OK, on a perdu énormément de temps, énormément d'argent. Donc, l'idée, c'était, on a voulu mettre en place une formation que nous, on aurait aimé vouloir avoir eu plutôt au début de notre carrière, on va dire, dans notre parcours d'entraîneur, parce que c'est ce qui nous permettait d'avoir le maximum et surtout des liens dans tout. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, que les personnes qui vous parlent de neuro, de posturaux, de réflexes archaïques ou n'importe quoi, ils parlent tous de la même chose. Mais l'idée, c'est de comprendre les liens. C'est savoir, par exemple, il y a des personnes qui sont ici, qui connaissent les réflexes archaïques. OK, tu sais, ce réflexe archaïque, il est situé dans cette partie du tronc cérébral. Et tu sais que cette partie du tronc cérébral gère tel tonus au niveau des fléchisseurs, par exemple. Ah ben ok, comment est-ce que tu peux empiler ça pour avoir le maximum de résultats? Et tu peux voir que en théorie, on te dit qu'en 6 semaines, tu peux intégrer un réflexe. Tu comprends mieux pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais par contre, tu as des outils supplémentaires que de travailler simplement sur le réflexe. Parce qu'après, il y a d'autres sous-bassements autour de ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions. Alors, on a donné accès en priorité ce soir là, pour la plateforme pour les gens qui étaient là. Parce vous savez, on limite à 30 places pour chaque cohorte. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent en permanence comment on peut faire pour entrer sur la formation. Donc, il y avait une liste d'attente qui avait été mise en place. Et on a privilégié les gens qui nous suivaient sur notre newsletter depuis un petit bout de temps. Et on leur a envoyé un lien d'inscription. Donc, c'était quoi, il y a quelques jours? Et on a déjà eu pas mal de petites inscriptions sur les 30. Donc là, on a déjà une dizaine d'inscriptions. Et, euh, et donc, il reste plus que 20 places déjà disponibles pour la cohorte. On préférait privilégier les gens qui sont présents sur les webinaires, parce que quand vous êtes présent sur les webinaires, vous êtes un petit peu plus en action, vous mettez déjà des choses en avant pour progresser. Donc, on veut, nous, venir féliciter ça chez Labo RNP, parce qu'on est vraiment dans cette remise en question, dans ce mouvement, cette évolution perpétuelle. Et la cohorte, elle prend fin, je veux pas raconter de bêtises, elle prend fin le 28, donc le 28 septembre. C'est Donc voilà, ça. il y aura quelques jours. Tac, 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 tu auras un calendrier, je sais pas si sur le lien, là, on a mis la date de fin de la cohorte. C'est quoi un calendrier? Enfin, t'entends quoi par calendrier? Savoir quand est-ce que ça sera la fin de la cohorte. Ah ok, oui, c'est le 28 de toute façon. Voilà. Très Non, clair et merci pour ce continuité. c'est pas ça que je voulais demander, en Ah fait. ok. Ah, pardon. Parce que non, c'est moi qui me suis mal exprimée, j'ai été rapide. Je voulais savoir, cette formation, elle dure un certain temps et il y a des temps en présentiel et en visio. Et c'est surtout les temps présentiels, en fait, où est-ce que les dates sont déjà fixées quand, voilà, Hmm. parce que ça, selon On le a déjà boulot qu'on fixé les exerce, dates. on ne peut pas se libérer quand on veut. 100%. En fait, on a déjà fixé les dates. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce qui s'est passé, là, dans 2 semaines, on a un séminaire qui est compris dans la formation. Et quand on a lancé les inscriptions en juin, en 2 semaines, ils se sont remplis. Ils ont tous trouvé preneur. On se dit, ah ouais, ok, d'accord. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, on les a déjà communiqué les dates, mais les inscriptions, on les a pas lancées. Donc, on a le dernier week-end de janvier, on a le 14-15 mai et on a une autre en septembre, je crois. Mais après, on pourra t'envoyer le site sans autre. Mais il n'y En a pas de souci. octobre, En mi-octobre. octobre, c'est ça. Et En du coup, c'est fait, pour ça qu'on les a déjà mis, en fait. à chaque séminaire, si tu veux, tu as un temps en ligne. La formation, elle dure 50 heures à peu près, hein. Il y a 50 heures de formation en ligne que tu fais à peu près à ton rythme. En moyenne, les gens mettent entre 3 et 4 mois C'est ça. voilà, en consacrant quelques heures là, par semaine sur la formation. Et ce qui te permet d'arriver, par exemple, au séminaire de janvier, au séminaire de mai, au séminaire d'octobre tranquille. Parce qu'on demande au moins ce que les 3 premiers modules de la formation soient faits
pour le présentiel. Le présentiel, je pense, c'est vraiment le game changer de la formation. On fait la création d'exercices, on vous explique comment fonctionner en autonomie à 100%. Ah, On vous l'ISO. explique comment programmer à court, moyen, long terme la neuro, les réflexes archaïques, etc. Comment prioriser en fonction de certaines problématiques et surtout comment vous pouvez vous approprier, vous, modéliser la neuro et les réflexes archaïques en fonction de votre métier. Parce qu'il y a des coachs, il y a des prépas physiques, il y a des profs de yoga, il y a il y a tellement, il y a des psychomotes, des ostéos, des kinéostéos, et chacun va vraiment faire différemment. L'ostéo, le kiné, il va vouloir débloquer un mouvement parce qu'il y a une limitation, il va utiliser un exercice neuro pour après venir faire ses manips. Alors que le coach sportif, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste peut-être améliorer son développé couché, peut-être améliorer son squat, etc. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que chacun reparte de la formation de la RNP en ayant une totale maîtrise des outils pour pouvoir le mettre en place dans sa pratique à lui. Ça répond à ta question? Oui, oui, après moi je vais juste être bloquée sur les dates. C'est Ok. 14-15, c'est pas un week-end, donc Ah, pardon. Alors, c'est pas 14-15 le mai. Non, 14-15. c'est que des week-ends. Que des C'est que les Ah, week-ends. alors week-ends. c'est pas 14-15 mai Attends. alors. Non, mais Mea culpa. c'est pas C'est loin. le... C'est le week-end juste avant le 14-15 C'est bon, mai, je l'ai. normalement. C'est le 11-12. Je l'ai sous les yeux. Voilà. Ah, ça change tout. C'est ma faute. Mea culpa. Mea culpa. Je voulais Ah aller bah vite et alors, finalement, je suis allé trop vite. sinon tu me perdais alors. Il y a un temps de formation Merci. en Suisse où la formation Alors, la formation, le séminaire ne se déroule que en France. C'est vrai que nous, ça nous arrive de nous déplacer souvent, mais c'est des ateliers d'introduction, comme on a fait à Montréal, à Bordeaux, à Marseille, comme on fait la semaine prochaine à Lorient ou à Lausanne dans un mois et demi. Mais le séminaire qui va avec la formation ne se fait que par chez nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, par souci logistique, on a un endroit où on a des logements, mais vraiment à très très bas prix, et on est bien logé. On arrive à négocier un petit peu le tout là, pour que tout se passe bien pour nos élèves sur place. Et nous, on reste 5 jours sur place. Et avec la mise en place, 6 même à 7 jours, on reste. Donc, parce qu'il y a nos masterminds, ils ont une journée en plus. Après, le week-end, il y a les gens du séminaire. Et à tous nos séminaires, on fait intervenir un intervenant externe. Par exemple, là, l'intervenant du mois de septembre, là, dans 2 semaines, c'est un spécialiste du fascia. Donc, fascia chez les Oui. sportifs. C'est Francis Letourneau. Donc, il va nous présenter les gua sha. Stéphanie connaît, elle a souri parce que c'est un ami à elle qui nous vient de Montréal. Et donc, Francis, il va venir faire une conférence pendant le séminaire. Et après, il propose à l'issue de notre séminaire, donc le lundi, mardi, il propose une formation. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves de Labo RNP, OK, ils comprennent comment le cerveau fonctionne, mais qu'ils gardent une ouverture d'esprit en se disant, il n'y a jamais une seule solution. Il n'y a pas d'aliment miracle qui permet de remédier au cancer. Il n'y a pas d'aliment miracle qui vous fera maigrir en 2 jours. Non, il y a juste une plurifactoralité de choses à prendre en compte. Et OK, le cerveau, il est vraiment au-dessus, mais ce qui fonctionne à côté, ben, il faut quand même continuer à le faire. Parce que ce que vous faites, nous, quand on était prépa physique, ce qu'on faisait, c'était pas mauvais. C'est juste peut-être qu'on le plaçait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc voilà, il faut continuer à ouvrir son esprit en permanence. La formation, elle n'est pas éligible CPF. Pourquoi? Parce que faire les papiers pour le CPF, c'est une tuerie. Je vous dis, on perd du temps de ouf. Et nous, on n'est que 3 formateurs principaux, et que 3 à bosser en fait compte chez la RNP. C'est les 3 que vous avez ce soir. Notre objectif, c'est nous consacrer à 100% aux gens qui sont sur la formation. Et ceux qui sont sur la formation, ben, vous le savez, vous pouvez demander à Cédric, à Natacha, à Philippe, qui est encore présent ce soir. Philippe, qui est à quasiment à tous nos séminaires. Euh, Nelly aussi, on prend du depuis temps. maintenant. Ouais, Nelly, depuis tout à l'heure, bienvenue. Mais bah, tu vois, par exemple, Nelly, tu arrives sur la formation. Dans les Ouais. quelques jours, tu vas avoir un des formateurs en visio pour t'expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, tu vas avoir pas mal de mails de notre part qui vont arriver. On va scruter régulièrement sur la plateforme ton état d'avancée parce on soutient tous les gens qui sont formés chez nous. On les suit vraiment quasiment de manière individuelle. On a des webinaires tous les mois de perfectionnement. On répond à toutes les questions qu'il y a sur le groupe privé de la formation, etc. Donc, en fin de compte, ça nous demande énormément de temps. Et forcément, bah, il fallait privilégier la qualité de suivi par rapport au CPF, sachant surtout que si vous êtes à votre compte, entrepreneur, vous savez que l'URSSAF peut vous rembourser entre 300 et 3 000 euros de formation par an.
Donc ça, il faut faire la demande. Si vous avez un compta et qu'il vous l'a pas dit, ben, c'est pas bien. Donc vous cotisez pour l'URSSAF. L'URSSAF vous rembourse les formations que vous faites à l'année. Et c'est 3 000 € par an. C'est pas comme le C'est des crédits CPF où c'est d'impôt. cumulable. C'est trois. Comment? C'est des crédits d'impôt, c'est pas remboursé, c'est crédit d'impôt. C'est crédit d'impôt. Ouais, mais bon, en fait, tu payes moins Oui. d'URSSAF à la fin. Ça te rembourse, quoi, ton URSSAF. Et les impôts, à partir du moment où vous vous formez, comme vous êtes entrepreneur, les impôts vous payent le nombre d'heures que vous avez passé en formation en plus. Donc, parce que, vous savez, il y a des professions, quand ils vont se former, c'est compris dans leur temps de travail. Mais vous, vous êtes à votre compte, ben, vous êtes obligé de prendre sur sur votre temps personnel de travail pour vous former ou sur votre temps libre. Ben, les impôts, ils vous payent un quota horaire d'heures passées à la formation. Labo RNP, c'est 50 heures de formation en ligne et 16 heures de formation en présentiel le samedi dimanche. Donc voilà, ça fait quelques heures quand même qui peuvent être aussi nettes d'impôts. Pour pour ces aides-là de formation, ben nous, tu sais, avec Labo RNP, notamment notre mastermind, on a fait appel à un fiscaliste du sport qui s'appelle Manuel Dessalles. Et donc, c'est lui qui donne beaucoup d'infos. Normalement, si tu as un bon comptable, il connaît ces infos-là. Non, t'as pas un bon Non. comptable. Ah. Mais pas Mais de comptable. ah, c'est toi qui fais ta compta toi-même. Bah Oui, oui. bah ouais, bah, je C'est qui comprends. tout fait. Je comprends. Nous, tu sais, on a un cabinet d'experts comptables qui nous suit parce que, bah, tu sais, on voulait se faciliter la vie parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps Mhm. avec toutes les formations. Vous savez quand même que bah, ceux qui sont sur la formation, vous le voyez, hein, les formations chez la RNP, ça évolue en permanence. On remet toujours à jour notre contenu. On essaie d'améliorer le contenu. On rajoute des vidéos et tout. Ça nous prend tellement de temps. On a dit, allez, on confie ça à un comptable qui va nous aider justement sur cette optimisation fiscale. Mais non, en fait, pas assez. Ils sont même pas au courant, tu vois. Donc, on a fait appel à un fiscaliste, tout simplement, qui a permis de répondre à ces questions-là. Mais par contre, si tu demandes à ton URSSAF que tu te Ouais, renseignes aux impôts, ils sont en mesure de te donner les renseignements, nécessaires pour avoir justement ces crédits d'impôt-là. ok. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci d'être encore là jusqu'au bout. Euh, ça sera avec grand plaisir de tous vous voir sur la formation de la RNP, de vous avoir en présentiel. Ceux qui viennent à Lorient samedi prochain, bah, on est super chaud, hein, on n'attend que ça. On a hâte, on adore se déplacer et visiter des nouvelles régions. Donc voilà, préparez vos questions. La pratique que vous avez fait ce soir apporte forcément des questions, donc commencez à préparer des questions. Continuez à mettre en pratique ce que vous avez vu ce soir parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. La seule vérité qui existe, c'est la mise en pratique. OK? Vous pouvez avoir toute la théorie du monde. Si vous ne mettez pas en pratique, vous ne saurez pas bah, quand est-ce que ça va coincer, pourquoi ça coince et qu'est-ce que je fais pour y remédier. Donc voilà. Stéphanie a dit, je ne peux pas, je dois remplacer Seb. Ça, vous vous arrangez entre collègues après, hein. Là, c'est dimanche, ça va. Où et à quelle heure à Lorient, s'il vous plaît? Donc Marthe, pour Lorient, viens nous voir en privé, si tu veux, sur Instagram ou sur Facebook, et on te dira, parce que Lorient, c'est samedi prochain, donc c'est le 23 septembre, de 8 heures à 18 heures, 18 h 19 h, et ça sera à l'Anester, pour être plus précis. La Nesta, Vous connaissez? Tu un petit connais? peu. C'est vrai? T'es du coin, Nelly? Non, bah, attends, j'ai des amis. Ah bah sinon, on t'aurait proposé de venir nous voir. Ouais, mais avec plaisir, mais j'ai des Mais amis t'as pas envie de voir là-bas. tes amis, je comprends. Non, justement, t'as compris. Ouais, bah, je prépare mon estomac pour les crêpes, c'est sûr, Mathias. Je kiffe les galettes bretonnes et j'en ai mangé encore ce midi, tu vois. C'est vraiment un kiff. Et je suis sûr qu'elles sont meilleures chez vous. Attention, hein, parce qu'on est allé à Bordeaux, on a mangé dans un restaurant qui faisait que des galettes au sarrasin. C'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, je peux vous dire toutes les galettes bretonnes en France comment elles sont faites. À Marseille, elles étaient dégueulasses. Mais j'espère qu'en Bretagne, elles sont bonnes quand même. Bon allez, je vous dis bonne soirée. En tout cas, c'était super sympa d'être Ciao. là. Parce que sinon, si on avait été que nous trois, ça aurait été moins drôle quand même.
À bientôt. À Salut, bientôt, salut. merci à tous. Du coup, les Merci, séminaires en salut. présentiel, c'est toujours au même endroit? Oui, c'est toujours au même endroit dans l'est de la France, entre Strasbourg et Nancy. Et donc voilà. Et on a des gens, il n'y a aucune excuse, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent même de Guadeloupe, Ouais, c'est de ouf. d'Italie, de Bordeaux, différents séminaires pour être là. Donc, tu vois, tout est faisable. Et en plus, c'est facile à trouver, hein, Philippe? Voilà, avec un bon GPS. Il y a Allez. des paysans, on va dire. Allez, à bientôt. Au Salut, revoir. salut. À bientôt. À l'enregistrement.